Eh bien, bonjour, bonsoir, salut à toutes et à tous, ici Rager. On se retrouve aujourd'hui pour le review des scans 973 à 977. Donc, je m'excuse de ne pas avoir tenu la promesse sur le mois seulement consacré à One Piece. La promesse n'a été qu'à moitié tenue. J'ai pas mal rattrapé les scans, l'air de rien. Donc là, je suis à la fin du flashback. Les fourreaux rouges, donc Kinemon, Inuarashi, Nekomamushi, Ashura, je crois que c'est ça. Bon, enfin, les fourreaux rouges, Kiku, les fourreaux rouges se demandent où est passé l'équipage, comment ça, enfin, où sont passés les Yakuza, où sont passés les samouraïs, où est passé Luffy et son équipage, Law et son équipage. Et du coup, ils sont sur leur barque, ils décident d'avancer, et de là, il y a pas mal d'informations et de révélations. Donc déjà, le premier point sur lequel j'aimerais revenir, bah, c'est tout simplement la fin du flashback avec les fourreaux rouges qui du coup se séparent, enfin fuient les hommes de Kaido dans le flashback. Il y en a qui arrivent, il y a Nekomamushi et Inuarashi qui sont bloqués par des adversaires, il y a Kawamatsu qui s'échappe par la mer avec Yori, et de là il y a Toki qui les envoie dans le temps. Donc j'ai pas beaucoup parlé du pouvoir du fruit du temps. Donc Yori apparemment viendrait de 800 ans en arrière, parce je crois qu'il y a une butte de dialogue qui le dit. Quand Oden discute avec elle, enfin on voit Oden comment il élève son fils, ouais, c'est quoi ton type de femme? Ouais, ouais, est-ce que t'aimes les gros yeux? Et bref de bref. Donc moi, j'ai toujours eu un problème au niveau des scénarios, c'est que c'est les voyages dans le temps. En fait, les voyages dans le temps, la plupart du temps, c'est soit ça crée des incohérences, soit c'est mal exploité. Il n'y a que de souvenir la saga Retour vers le futur que j'ai bien aimé, parce qu'ils essaient un peu d'expliquer, de lier, de dire que ouais, mais si t'étais pas remonté dans le temps, tu serais jamais né, mais en fait, t'es en train de te faire disparaître. Donc il y a un peu, c'est un peu, on va dire, un sujet qui est, je trouve, dur à traiter. Et moi, j'aime beaucoup l'idée en fait que le fruit du temps ne peut que faire voyager vers le futur, dans le sens où ça évite les retours vers le passé, et donc du coup possiblement des incohérences ou même, comment dire, une complexité et une difficulté à suivre l'histoire via les voyages dans le temps, dans le passé. Donc le fruit du temps de Toki permet de faire projeter les personnes dans le futur, et elle permet de faire projeter dans 20 ans. Donc ça sent que Toki, en fait, à chaque fois qu'elle a été un peu dans la merde et en galère et qu'elle était retrouvée face à des ennemis dangereux, elle a décidé de se faire voyager elle-même dans le temps. Mais la question que je me pose, c'est pourquoi est-ce qu'elle s'est pas fait voyager elle dans le temps? Non, c'est la question que je viens de me poser à l'instant. C'est pourquoi lorsqu'elle fait envoyer Kinemon, Gonjoro, Raizo, je crois qu'il y a aussi peut-être Kiku, j'en ai aucune idée. Enfin, en tout cas, les fours rouges qui étaient présents dans le château, pourquoi est-ce qu'elle les fait voyager eux dans le temps et pas elle? Alors, du coup, peut-être qu'il y a des restrictions, et c'est-à-dire qu'elle ne peut faire que certains voyages dans le temps, qu'elle peut soit se projeter elle, soit projeter les autres, mais qu'une fois qu'elle a fait un voyage dans le temps, elle peut pas le faire avant un certain temps. Euh, et ça fait que du coup, voilà, la question se soulève, mais j'ai pas trop réfléchi au sujet. C'est juste que je viens d'avoir la question maintenant. Mais après, de l'autre côté, je trouve que le flashback se termine bien. Quand je veux dire il se termine bien, je trouve qu'il est bien écrit, et que le retour au présent est bien amené, parce que du coup Oden, c'était l'histoire d'Oden, hein, c'était pas l'histoire vraiment des fourreaux rouges, c'était l'histoire d'Oden et des fourreaux rouges, on va dire, mais ça s'est surtout concentré sur Oden. Même si j'aurais aimé avoir un peu plus sur les fourreaux rouges, je dois avouer que du coup j'ai bien aimé ce flashback. C'était une bonne histoire, il y a eu il y a eu d'émotions, mais voilà, ce que j'aimerais dire aussi, c'est un peu dommage dans les flashbacks, lorsque ça parle d'un personnage qui est mort dans le passé. C'est un peu dommage qu'on sache qu'il est mort, en fait. C'est con à dire. Enfin, je sais pas comment vous expliquer. Donc, on suit le flashback pour connaître son histoire, mais on est déjà spoilé par la fin, dans le sens où, oui, mais à la fin, il va mourir, et ça fait que du coup, il y a un peu moins, on va dire, de surprise, mais surprise, ça a une connotation trop positive. Il y a moins de retournement de situation, dans le sens où on sait qu'il va pas s'en sortir. On sait que ça va finir par mal se terminer pour lui, et ça fait que du coup, je trouve que c'est un peu dommage, et justement, le manga a décidé de faire mourir des personnages dans le présent, et ça fait que du coup, voilà, ça fait du retournement de situation, du suspense, de l'émotion. Et pour juste terminer sur le pouvoir des voyages dans le temps, je trouve que Oda a été très malin, disons, dans le sens où il a quand même mis des restrictions à comment voyager dans le temps, et ça fait que du coup, ça peut éviter des trucs du genre. Après, peut-être que l'éveil permet d'aller dans le passé, on sait pas, mais ça évite du coup une histoire un peu complexe à suivre, un peu embrouillée. Voilà, c'est pas complexe ce que je voulais dire, c'était un peu embrouillé, et aussi des incohérences possibles. Voilà, le point suivant, c'est que Kyoshiro se révèle être l'un des fourreaux rouges.
il se révèle être Denjiro et aussi au passage Ushimitsu, le voleur. Donc cette petite révélation m'a fait un peu quand même assez plaisir. On voit que une fois qu'il a fui, qu'il a réussi à s'en sortir de la fuite, il a dû du coup se couper les cheveux, enfin se couper les cheveux, se teindre les cheveux, qu'il a dû du coup changer d'apparence et qu'il est retourné à la capitale. Et comme il était un peu habillé comme un poulet, il y en a qui ont voulu le raqueter, on va dire, il y en a qui ont voulu le rabaisser. Il les a défoncés et de là il est devenu petit à petit le boss de la pègre et il a fini par rejoindre Orochi pour on va dire le surveiller du coin de l'œil, toujours avoir un peu une main mise sur le territoire et du coup un accès au fonds et à l'argent pour pouvoir le redistribuer aux citoyens la nuit. Alors j'aime beaucoup ce personnage. En fait, je trouve qu'il respire un peu la classe. Dans le flashback, il était jeune, c'était un enfant. On n'a pas vu, on l'a pas vu trop grandir. On n'a pas vu trop ses péripéties à lui. Mais du coup, on voit un peu quand même qu'il est assez balèze, l'air de rien. Et je crois qu'il réussit à couper un bateau. En tout cas, il arrive comme ça en mode ouais, il y a que Shiro qui va venir nous sauver. Ouais, les gars, t'inquiète. Toi là, toi là, dégage. Bref. Bref, il arrive et du coup il propose sa force aux samouraïs avec ses 200 hommes, je crois que c'est ça, enfin les chiffres, je ne vous mens pas que je les retiens pas. Mais en tout cas, il propose de rejoindre les forces des rebelles, les forces des Yakuza, des fourreaux rouges. Et du coup, moi, ce personnage-là, j'ai un peu hâte d'en apprendre un peu plus sur lui, enfin d'un peu plus, qu'il soit un peu plus développé, dans le sens où on voit un peu plus d'action de sa part, qu'on voit que tout ce temps-là, il a passé, je sais pas, à s'entraîner. On voit aussi qu'il du coup, il a pris soin de Iori, qui a été retrouvé, il l'a fait passer pour Komurasaki, et on apprend que voilà, il devait garder une poche de sang avec elle au cas où Orochi serait trop en mode ouais, je la kiffe et tout, et toi là deviens ma femme, vas-y, je reste qu'avec toi. Et du coup voilà, donc c'était un stratagème, un subterfuge, j'arrive pas à le prononcer. C'était une escroquerie. C'était un mensonge, c'était une mise en scène, la mort enfin le coup de sabre, et ça fait que du coup voilà, c'est un personnage du coup qui vaut quand même une certaine admiration pour Kinemon, il était convaincu que Kinemon avait menti pour choper le, le mouchard, en faisant croire que c'était le port de Tokage, mais en vérité c'était un autre port, c'était le port de Inu, je crois que c'est ça, enfin de Ibu peut-être, je sais pas du tout, j'ai oublié le nom, je l'ai pas noté. Mais, euh, mais du coup, voilà, ça fait un peu bizarre parce que du coup, Kyoshiro, c'est quand même un personnage qui a été un peu, on va dire, apporté comme étant sérieux, manipulateur, je sais pas comment expliquer, enfin, pas manipulateur, mais malin, qui avait de la stratégie, un peu un homme mature, intelligent, méthodique. Voilà, c'était le mot méthodique que je cherchais. Mais lorsqu'il se retrouve face à Kinemon, il y a un peu quand même ce petit côté de sa petite âme d'enfant qui remonte et qui voue une admiration un peu à Kinemon, dans le sens où Kinemon, voilà, c'est le chef des fourreaux rouges et que du coup, à chaque fois qu'il se passe un truc bien du côté des fourreaux rouges, Denjiro, il est là en mode waouh, Kinemon, t'es bien notre chef. Je reconnais ici ta grandeur en termes de stratégie. C'est incroyable. Oui, alors il fallait lire le message comme ça. Tout était prévu. Et du coup, voilà, de l'autre fait, dans cette suite de scan, il y a une autre révélation. Celui qui a mouchardé, celui qui a fait, qui a rapporté les informations à Orochi, était autre que Gonjuro. C'était l'espion, c'était le fils, un enfant d'acteur qui appartenait au clan Korozomi. Et la plus grosse révélation, il s'est dessiné. Bordel, ça je m'y attendais pas. Donc du coup, je vous en passe, c'est une information qui m'avait été spoilée par mon frère. En fait, ce qui s'est passé, c'est que déjà à l'époque, quand j'avais un peu feuilleté les scans pour les récupérer, j'avais vu une scène avec Ganjuro en mode méchant, c'est-à-dire la scène où il révèle que c'était lui le mouchard. Et mon frère, il m'a tout simplement confirmé parce que du coup il m'a expliqué qu'il y avait un espion et j'étais là en mode ouais quoi, un espion, comment ça? Et il m'a dit ah bah si c'était Ganjuro, donc il m'a spoilé. Je me suis un peu laissé spoiler par comment dire, par envie parce que du coup je voulais avoir quelques informations sur comment ça se passe pour les scans, voir si ça se dessinait comme j'avais pensé. Et du coup, mon frère m'a spoilé un peu cette information. Il m'a aussi parlé de deux ou trois autres points qui, du coup, sont pas vraiment des vrais spoils. Hein. C'est plus, on va dire,
des révélations sur, enfin pas des révélations, mais des présentations de personnages. Mais du coup, voilà, j'ai été spoilé à ce niveau-là, donc j'ai pas spécialement été surpris. J'étais plus là en mode, ok, on y arrive enfin. Et c'est la preuve que la bataille va commencer. Et c'est justement ce qui se passe. La bataille commence. Les navires de guerre de Kaido viennent chercher la petite barque. Et de là, on a l'alliance Kid, Law et Luffy qui sort. Alors, je sais pas si on peut vraiment appeler ça une alliance. Alors, Luffy et Law, oui. Un Law, il aide Luffy. Mais Kid, c'est plus, on va dire, un. Enfin, ça fait une alliance pour la bataille. Mais on dirait que Kid, il est là juste pour profiter que voilà, il y a plein d'hommes qui vont attaquer Kaido. On va se mêler dans l'équation pour espérer pouvoir aller prendre la tête de Kaido. Et ça fait que du coup, c'est plus une sorte de course à qui va battre Kaido entre Luffy et Kid. Mais du coup, je trouve que c'est super intéressant. Alors, c'est vrai que j'aurais aimé, voilà, à l'époque, je le rappelle, à l'époque de Shaun Body, quand les supernovas sont présentées, qu'elles sont 11, qu'il y en a deux, c'est Luffy et Zoro. Les 9 autres. Ça fait un peu, on va dire, il y a un chiffre égal à l'équipage. On aurait bien aimé voir un peu les combats, les supernovas contre l'équipage, quand ça nous a été utilisé. En tout cas, on pouvait croire que ça aurait pu être amené plus tard à des combats. J'ai déjà parlé des supernovas, comme quoi, en fait, peut-être que Oda nous les a présentés seulement pour nous dire, voilà à quoi ressemblent les pirates du niveau de Luffy 2 ans après dans le Nouveau Monde. Il y en a qui travaillent pour les empereurs, il y en a qui se font battre par des empereurs, il y en a qui veulent battre des Shichibukai, il y en a qui veulent... il y en a qui continuent leur voyage. Les supernovas, on va dire, qui interrogent le plus, c'est U-Rouge, parce que du coup, U-Rouge n'a pas été autant exploité que les autres. On ne sait pas trop c'est quoi sa capacité, on sait qu'il peut augmenter ses muscles, on sait qu'il vient de l'île de Bilka, la même qu'Ener. J'ai fait une vidéo sur les armes antiques et sur le fameux One Piece où je parle rapidement de U-Rouge et de Ener. Donc je dis pas le nom Bilka parce que du coup j'ai oublié, c'est un abonné qui dans les commentaires me dit oui, lire d'où vient U-Rouge et Ener, ça s'appelle bien Bilka. Parce que je savais qu'il venait de la même île mais j'avais oublié le nom. Donc je vous invite à aller voir cette vidéo là pour potentiellement avoir quelques petites idées sur pourquoi U-Rouge est là. Alors je ne parle pas trop du rouge, je parle plutôt de Ener et d'une technologie protégée par les hommes célestes et par les hommes des îles célestes. Et U-Rouge, du coup, c'est le seul survivant et ça, on s'interroge, savoir si U-Rouge n'est pas en train de fuir Ener ou une connerie du genre pour garder, ou en tout cas qu'il n'a pas connaissance de cette fameuse technologie et que Ener n'a pas décidé, et que Ener a décidé de détruire son île natale justement pour être le seul à pouvoir exploiter cette technologie qu'il utilise sur l'Arche Maxime, qui ressemble grandement à celle utilisée sur la Lune, à la machine de la Lune qui permet de réveiller tous les automates. Voilà. De là, l'alliance Kid Law Luffy, on va appeler ça une alliance. Je suis assez content, l'air de rien, que Kid soit dans l'équation. Parce que lorsqu'il part en mode ouais, nous on va faire nos dièses de notre côté, j'ai eu peur qu'il soit plus exploité dans l'arc, qu'il soit plus présent. Parce que au bout d'un moment, je sais pas comment expliquer, mais les supernovas, c'était quand même des personnages qui pour chacun d'entre eux, à leur manière, transpiraient un peu la classe. Que ce soit Kid, que ce soit Killer, que ce soit Law, que ce soit Dewey Ribonnet, que ce soit Ouïe Rouge, que ce soit Capone Bedje, que ce soit Basil Hawkins, que ce soit Scratchman Apu, que ce soit... Ah putain, c'est qui le 9ème que j'ai oublié? Que ce soit Diaz Drake, X Drake, donc j'ai été contaminé par Diaz Drake, hein. C'est des personnages qui transpiraient la classe, qui donnaient l'impression d'être des adversaires durs à battre. Et ça fait que du coup, il faut exploiter ces personnages-là. Il faut les exploiter parce que du coup, que ce soit juste on va dire des arguments narratifs, c'est-à-dire des personnages qui sont juste là pour amener une histoire, ou même des ennemis à battre, ou même des alliés à se faire, faut les exploiter. Parce que c'est des personnages qui, à l'époque, nous ont marqué. Il y avait une hiérarchie, il y avait Shichibukai, Supernova, il y avait Empereur, il y avait lieutenant, enfin, il y avait Amiro, il y avait vice-amiral, enfin vice-amiraux du coup. Il y a toute une hiérarchie qui est mise en place dans One Piece et je pense qu'il faut savoir exploiter chacun d'entre elles. Oda l'a fait brillamment, mais par exemple, j'étais un peu dégoûté quand même dans ces scans-là que le combat Basil et Law soit ellipsé. Parce que c'était deux personnages très intéressants en termes de pouvoir, en termes de capacité, en termes d'histoire et de personnalité. Et j'aurais bien aimé voir à quoi ressemblait leur combat. Voilà. Donc du coup, c'était pas le port de Tokage, c'était pas le port du lézard, c'était le port de Anu, Inu, pas Inu, je sais que c'est pas Inu, c'est H-I, ça c'est clair et net, Ibu peut-être. C'était un autre port, et du coup Kinemon avait mal compris le message, donc du coup le mouchard a transmis une mauvaise information, et de là, les samouraïs, les yakuza et en fait toute la clique se ramène
Et du coup, il y a tout le monde qui est prêt. Il y a que 3 navires de guerre. Luffy, Kid, Law, ils les éclatent. Il y a l'équipage ensuite qui, en allant vers l'île de Nigashiwa, ils arrivent à une grande porte qui est gardée par plusieurs soldats. Il y a l'équipage de Luffy qui défonce tout le monde. On a Chopper, Nami et Usopp qui restent comme ça, cachés derrière le navire. Enfin, derrière, je sais pas comment on appelle le rebord du navire. Enfin, ils restent sur le navire et ils regardent du coin de l'œil comment ça se passe. Et du coup, la bataille commence. La bataille commence, même si on a Kaido et sa clique qui sont en train de boire et de commencer à faire la fête, que Big Mom a décidé d'aller s'habiller en kimono, que Kaido attend l'arrivée de son enfant, de son fils, même si pour le moment Kaido et on va dire les généraux, les lieutenants ne sont pas au cœur de la bataille, l'équipage de Luffy, l'équipage de Law, l'équipage de Kid, les samouraïs, les yakuza et du coup les bandits et les minx arrivent enfin sur cette île. Je suis au scan 977 et ça se termine sur les Toby robots qui arrivent. Et du coup, les Toby robots qui sont apparemment, pour moi, je considère un peu les derniers personnages, les derniers ennemis clés, on va dire, les derniers mini-boss, les derniers sous-fifres de Kaido qui se ramènent. Je crois que Crashman Apu en fait partie, je suis pas sûr. Enfin, je sais pas encore parce que ce que j'ai noté sur ma feuille, c'est qui sont les Toby robots. Et ça fait que du coup, pas mal d'engouement. En vérité, je vais pas vous mentir, si j'avais pu, j'aurais continué à lire les scans. Enfin, j'aurais pu j'ai continué à lire les scans, mais j'ai quand même décidé de me limiter parce que là, je crois que j'en ai fait 73, 74, 75, 76, 77. J'en ai fait 5. Je trouve que 5, c'est un bon chiffre pour rattraper les scans. Il n'y a pas vraiment une fois par semaine, une fois par mois, tous les jours ou quoi. C'est vraiment lorsque je me sens, je me fais une grosse session lecture de scans. 5 scans d'un coup, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Et du coup, à chaque fois, j'aime bien m'arrêter quand même sur un peu. Parce qu'après, c'est quand même Oda. Oda, il fait ça. Je me rends compte dans les scans à chaque fois, et même maintenant que je me rappelle de mes reviews, à chaque fois, Oda s'arrête avec une nouvelle révélation. Enfin, une nouvelle intrigue, un nouveau suspense. Et qu'est-ce qui va se passer ensuite? Un peu genre le to be continue des scans. Et t'as toujours envie de lire la suite que lorsque t'es un peu entraîné dans l'histoire, même si c'est des points qui te plaisent pas, t'as justement envie de voir comment est-ce qu'il va te faire kiffer. Et ça fait que du coup, si j'écoute mon instinct, je ne m'arrête pas de lire les scans. Et justement, je vous mens pas que j'aime quand même me réserver ce plaisir parce que je sais et je connais la torture qui est d'attendre une semaine pour lire un scan et une fois que tu as lu ton scan, d'être là en mode oh putain j'ai hâte que le scan sorte pendant 7 jours et le septième jour quand il arrive t'es content, tu lis 20 pages mais t'as pas ta dose et t'es là en mode ah putain j'ai hâte que le scan jour et à chaque fois t'es dans la même boucle et là avec cette réserve de scan que j'ai de retard, l'air de rien ça me laisse quand même une marge de manœuvre de pouvoir me taper 5 scans d'affilée, ça fait plaisir et du coup voilà. Voilà, donc du coup, il y a le rythme n'est pas prévu. Je fais ça à l'instinct. Là, je me suis réveillé ce matin, je me suis dit, allez, je vais faire une petite review rattrapage. Et du coup, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Je pense qu'il est quand même intéressant de noter que dans cet arc de Wano, il y a beaucoup, on va dire, de têtes d'affiche. Il y a déjà les fourreaux rouges. Alors, on peut considérer, je pense, Kinemon, Raizo, Denjiro. On va dire que ces trois-là, pour pas tous les lister, sont un peu enfin même Ashura, même Inuarashi, Nekomamushi, en fait les fourreaux rouges sont des personnages clés dans cette histoire. Quand je dis personnages clés, je sous-entends qu'on veut savoir et on veut les voir à l'écran, enfin, on veut les voir dans les pages, on veut les voir être développés, on veut voir leur combat, on veut voir on va dire leur combat tout simplement. Il y a aussi Kid, il y a aussi Law, il y a aussi Luffy et tous les membres de l'équipage. En fait, dans cet arc de Wano, il y a tellement de personnages il y a tellement de personnages et ils sont tellement tous bien exploités qu'on a envie que chacun d'entre eux ait droit à son combat. Et du coup, je vous mens pas que je vous mens pas. Je pense que malgré les combats qu'il y aura, il y en aura certains qui seront mal développés, enfin mal développés, mais j'ai même pas envie de dire mal développés ou mal exploités, mais on en aura toujours plus envie, on aura envie de plus à chaque fois, à chaque personnage, on sera là en mode putain, mais j'aurais aimé que le combat soit plus étalé, j'aurais aimé que cette scène, enfin que un tel fasse ci, qu'un tel soit plus présent, qu'un tel ne se contente pas, en fait, parce qu'il y a beaucoup de personnages, et c'est très dur de s'organiser avec beaucoup de personnages. Par exemple, Cavendish à l'arc Dressrosa, même si peut-être que c'était pas le plus intéressant des personnages qu'il y avait, j'étais un peu déçu qu'il n'ait pas vraiment eu son combat. Je crois que je l'avais expliqué que c'était un peu dommage que lorsque Dillinger affronte Hideo et que lorsqu'ils arrivent, Cavendish se change en son double maléfique, hein, qui s'appelait, j'ai oublié comment.
qui s'appelle Akuba. Et du coup, il le one-shot. Et ça fait que du coup, après, il a une autre scène qui était très intéressante, c'est celle où il apprend à maîtriser Akuba, justement, bah, pour pouvoir bénéficier de sa vitesse et de sa frénésie, mais tout en restant serein et maître de ses bottes. Et du coup, d'ailleurs, voilà, il a du mal à le faire, il est obligé d'arrêter le sabre avec sa main pour pas tuer Robin. Et ça fait que du coup, par exemple, Dressrosa nous avait déjà présenté pas mal de personnages. Par exemple, Harujin le géant qui affronte Mark Weiss. Je trouve que c'était une très bonne exploitation. Le combat Bartolomeo contre Gladius était très beau. Hideo qui affronte des ninjas, c'était intéressant. Des ninjas qui en bat un, deux, et après, voilà, Hideo qui lui tient un peu plus tête, mais qui finit aussi par être vaincu, et Akuba qui finit par le one-shot. En fait, à Dressrosa, il y avait déjà un peu c'est pas un souci, hein, c'est même une bonne chose. Il y avait déjà beaucoup de personnages, et chaque personnage n'a pas pu être, on va dire, n'a pas pu briller autant que ce qu'il aurait peut-être pu mériter. Et du coup, je vous mens pas que Wano, vu qu'il y a plus de personnages, même s'il y a beaucoup d'ennemis qui apparaissent, du coup, on va dire Kaido, Big Mom déjà pour commencer, mais eux, on va les mettre à part. On a les lieutenants, c'est-à-dire on a Queen King, Jack. On a les Toby Robots qui sont, je crois, 11 potentiellement, je ne sais pas du tout. En tout cas, on a les Toby Robots. On a ensuite les lieutenants, on va dire Smoothie et le mec bonbon de Big Mom qui sont là. Il y a pas mal de têtes d'affiche, hein, que ce soit du côté des gentils ou du côté des méchants. Et ça fait que du coup, j'ai quand même un peu cette peur de me dire que oui, mais je risque d'être sur ma faim pour certains personnages. C'est-à-dire qu'il y en a certains qui vont vite être battus, il y en a d'autres qui vont vite battre leur ennemi. Enfin bref, il y a quand même ça qui existe, il y a quand même un peu ce doute de me dire que j'ai peur de rester sur ma faim et de pas avoir pour chaque personnage l'aboutissement qu'il mérite. Voilà. Mais de l'autre côté, c'est aussi une très bonne chose parce que du coup, Dressrosa avec tous ces personnages-là est un arc que j'ai beaucoup aimé, beaucoup apprécié parce que du coup, c'était frénétique, c'était rythmé. À chaque fois que ça s'arrêtait pour un personnage, il a commencé pour un autre. J'ai pas parlé du combat de Kyros contre Diamante qui était pour moi, je pense, le meilleur combat de cet arc, excepté Luffy versus Doflamingo, qui était un peu le deuxième meilleur combat de cet arc. Il y a quand même eu des très beaux moments. Et c'est justement ça qui donne de l'espoir dans le sens où si Dressrosa, avec un peu moins de personnages, un peu moins d'ennemis, a été aussi bien au fond et de manière globale, c'est-à-dire que, ok, on peut peut-être chipoter de se dire, ah, c'est dommage que Cavendish n'ait pas droit eu à un combat un peu plus serré où on voit le Cavendish réveillé, affronter un adversaire et ensuite, quand il se rend compte qu'il peut pas le battre, il dit, bah, j'ai qu'à m'endormir et laisser un coup à faire. Bref, c'est parce que Cavendish c'était un peu, voilà, il me faisait taper des barres de rire avec avec son style, ouais, avant j'étais une star et à cause de toi je ne suis plus une star. Bref, je préfère, c'est un peu compliqué, mais à cause du combat, on va dire Bartholomew Gladius, je préfère Bartholoméo. Son pouvoir est plus intéressant. Cavendish c'est juste un épéiste qui est inspiré de Mr. Jekyll et enfin de Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Et du coup, je vous mens pas que ça me donne quand même de l'espoir de me dire que c'est justement le fait qu'il y ait beaucoup de têtes d'affiche qui va rendre en fait cette bataille finale intéressante à suivre et très bien rythmée parce que voilà, Oda Dressrosa il a réussi à me faire kiffer. Donc Wano, pour le moment, je trouve que c'est un peu un sans faute. Il n'y a pas trop eu comment dire, à part Killer Zoro. Voilà, je vous mens pas. Le sans faute pour moi, c'est Killer Zoro dans le sens où Killer affronte Zoro et il se fait vite battre. Alors que à l'époque, justement, c'est dans cette vidéo, dans cette review que j'en parlais des supernovas. Alors qu'à l'époque, justement, Killer et Zoro, ça donnait le sentiment parce que voilà, c'était un peu voilà qui des Killers, c'était un peu les deux supernovas. Il y avait deux supernovas dans le même équipage comme Luffy et Zoro, et pour moi, ça teasait le combat Luffy Kid, le Zoro Killer et potentiellement tous les autres membres d'équipage qui affrontent une autre supernova, même si Law était un peu à part dans l'équation. Mais du coup, je vous mens pas, je vous mens pas que à part, en fait, c'est même pas vraiment un point trop négatif parce qu'on en fait vite abstraction. Mais ce que je veux dire par là, c'est que voilà, j'aurais aimé qu'il tienne un peu plus tête, même si Zoro dit, hein, il est fort, même s'il prend un coup presque mortel, et même si je me rappelle que l'ombre de Brook dans dans le cadavre de Ryuma disait que lorsque deux épéistes sont du même niveau, sont à un niveau très proche, le combat est court, pas parce que du coup l'infime écart fait une grosse différence. En gros, c'est ça, c'est comme ça que je m'en souviens. J'ai pas retapé l'Art Thriller Bark récemment. Et c'est vrai que voilà, on peut un peu expliquer ça par ça. Mais voilà, c'est un combat que j'avais espéré voir un jour. Il a eu lieu.
et il a été rapide. Et justement, je pense que c'est peut-être le seul bémol de l'arc Wano, c'est que le combat Zoro Killer ait été aussi court. Voilà. Mais je pense aussi que, de l'autre côté, que c'est potentiellement dû au fait qu'il n'avait pas pris Zoro au sérieux, qu'il était sous les effets du smile, et donc du coup il pouvait plus prendre les combats au sérieux. Donc il se battait plus de la même manière potentiellement, il a peut-être pas euh, il est peut-être pas à fond parce qu'il se battait pas pour une cause qu'il aimait, enfin je sais rien, on peut lui trouver plein d'excuses, et c'est justement ça que j'aimerais éviter, c'est que les combats, on va dire, clés, les combats, je veux dire par exemple Zoro, Sanji, Luffy, Kid s'il a un combat, Law s'il a un combat, même Nami Robin, en fait, en tout cas les membres de l'équipage Kid et Law, j'aimerais bien que eux, ils aient des combats, on va dire, au bord du précipice, un peu serré, un peu compliqué. Et du coup, ça me donne envie, avec les Toby Robots, ça me donne envie de continuer les scans, de lire la suite, pour justement voir à quoi ressemblent les Toby Robots et voir si ça peut être des adversaires intéressants ou pas pour l'équipage. Voilà, j'ai fini la review ici, je vais pas plus m'étaler. Mes vidéos autres que les reviews ont moins de vues, donc voilà, je vous encourage à aller jeter un coup d'œil sur les playlists et sur la chaîne, voir s'il n'y a pas un concept qui peut vous intéresser. Je vais m'arrêter ici pour cette vidéo. C'était Rager. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon après-midi. Je vous rappelle que j'ai prévu de faire un journal de bord du capitaine, c'est-à-dire sur les commentaires laissés sur les vidéos One Piece, c'est-à-dire que je les lirai. Donc si vous avez une petite hypothèse à vouloir, que vous voulez partager, une petite remarque sur les chapitres, ou même sur mes vidéos et sur ce que je dis, si vous voulez rebondir, n'hésitez pas à le faire, parce que du coup j'ai prévu de faire un journal de bord du capitaine lorsque j'aurai fini de rattraper, lorsque je serai à jour au niveau des scans. Je ferai un journal de bord du capitaine. Et ça fait que du coup, je mets que des j'aime sur les commentaires pour montrer que je les lis, mais j'y réponds pas encore parce que j'ai prévu d'en faire une vidéo où je répondrai à vos commentaires. Voilà, sur ce, voilà, la vidéo s'arrête ici. Je me répète, mais c'est pas trop grave. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon après-midi, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.目的のために消えてもらう。